Et on continue donc cette session avec Rémi Duclos de l'INRIA, donc l'équipe, alors je ne sais pas comment on dit, IPAX. IPAX, ouais. Et qui va nous parler donc de réseau de neurones encore, hein, avec PyTorch notamment. Donc le taux s'appelle Rotor et on a 25 minutes avec 5 minutes de questions. La parole est à toi, Rémi. Enchanté de t'accueillir à DataQuitaine. Bonjour et merci beaucoup de m'avoir reçu à DataQuitaine. Merci à ceux qui m'écoutent pour cette présentation du projet Rotor, qui est un projet porté par INRIA, juste à côté de l'Université de Bordeaux ici, INRIA Bordeaux Sud-Ouest, et qui est porté par Lionel Hérault-Dubois, Alena Chilova et Olivier Beaumont, chercheurs à INRIA et moi-même ingénieur. Rotor, donc ça veut dire Rematerializing Optimally with PyTorch. Donc durant cette présentation, je vous définirai chacun des termes les uns après les autres. Alors ici, nous sommes dans la conférence DataQuitaine qui parle de data et d'IA. Et Rotor est un code informatique qui s'intègre dans PyTorch, qui est un quadriciel d'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, évidemment, qu'est-ce que c'est? On parle beaucoup donc de réseaux de neurones. Qu'est-ce que c'est que les réseaux de neurones? Bon, on peut voir donc des neurones biologiques comme ça, des choses connectées électriquement qui font des sommes. Plus académiquement, on voit un réseau de neurones comme ceci en général, avec des sommets qui sont interconnectés et qui font des opérations. C'est ce qu'on pense des couches denses de réseaux de neurones, ou bien comme ceci, des réseaux de neurones comme le VG16, qui est déjà un peu plus profond, des couches les unes après les autres. Des couches de convolution, de pooling, des couches complètement connectées. Je pense que ceux qui participent à cette conférence connaissent bien. Ou bien des réseaux encore plus profonds, comme par exemple le ResNet 18, mais c'est encore assez petit par rapport à d'autres, ResNet 52 ou d'autres que vous connaissez eux-mêmes. Donc un réseau de neurones, qu'est-ce que c'est? Quelque chose avec des couches, quelque chose qui prenne des données en entrée et qui sortent des prédictions en sortie. Quelque chose qui peut apprendre, qui a besoin de beaucoup de données, qui est de plus en plus performant. On voit bien le nombre d'applications qui utilisent désormais les réseaux de neurones. Ça devient de plus en plus indispensable dans notre vie de tous les jours, que ce soit pour la météo, dans nos téléphones, dans nos voitures, dans l'espace, partout. Quelque chose qui est gourmand en ressources de calcul. On voit justement dans la présentation juste avant on a une grosse machine, si on a besoin, on peut louer une grosse machine chez Amazon, chez Azure ou ailleurs pour avoir besoin de ressources de calcul. Et c'est un réseau de neurones, quelque chose qui est très gourmand en mémoire, donc la ressource mémoire. Et c'est justement de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est justement de ça dont Rotor s'occupe. La gestion de la mémoire dans un réseau de neurones. Cette gestion peut être problématique et on va voir pourquoi. Alors, comment fonctionne un réseau de neurones? Un petit retour rapide sur un réseau de neurones séquentiel. Tout le monde sait que on donne une entrée au réseau. L'entrée avance. Ce sont des blocs qui contiennent des paramètres, des poids du réseau. Ça passe par un premier bloc, un deuxième bloc, troisième bloc, quatrième bloc. Donc là, on a fait un réseau avec 6 couches. À chaque fois, l'entrée est traitée par l'un de ces blocs, ressort modifié, transformé, plus grande ou plus petite, jusqu'à la dernière couche, où là, la dernière couche nous apporte une réponse à la question qu'on avait posée, une prédiction. Donc, le réseau de neurones, il peut être utilisé en phase inception ou en phase entraînement. Dans la phase inception, c'est-à-dire que le réseau est tout chaud, il a déjà été entraîné, on lui pose une question, on attend la réponse à la couche 6, dans cet exemple, et on prend la réponse comme étant juste, puisque le réseau, a priori, est bien entraîné. Dans la phase d'entraînement, avant que le réseau soit tout chaud, lorsqu'il apprend, on ne s'arrête pas là. Cette réponse-là, on la compare avec une réponse qu'on connaît déjà. Donc c'est pour ça que c'est la phase d'entraînement, c'est-à-dire qu'on pose une question au réseau, la data est traitée, à la sortie, on regarde la réponse qu'il nous donne et on la compare avec la bonne réponse que l'on connaît. C'est la fonction de loss. Cette erreur, cette distance par rapport à la bonne réponse est quantifiée, et une fois qu'elle est quantifiée, cette erreur est rétropropagée dans le réseau, donc c'est la phase backward, et rétropropagée d'une couche à l'autre jusqu'à ce que l'entrée du réseau. Et cette opération d'entraînement, phase forward et backward, sont répétées plusieurs millions de fois jusqu'à ce que
eh bien, l'erreur soit acceptable. Donc le modèle est convergé et qu'on se dit, c'est bon, le réseau donne suffisamment de bonnes réponses, les réponses sont acceptables pour nous, et donc à ce moment-là, on considère que le réseau est entraîné. Donc, je ne sais pas si vous avez vu, pour revenir en arrière, je ne sais pas, les couleurs rouges du réseau correspondaient, en fait, pendant la phase forward, la phase d'entraînement du forward, à l'occupation mémoire du processeur de la machine. C'est-à-dire que pendant l'entraînement, la mémoire de la machine s'accumule. Les données s'accumulent dans la mémoire parce que ces données, on en a besoin ensuite pour la phase de backward. Pendant l'inception, ces données ne s'accumulent pas. On a juste besoin de l'input et de l'output, la dernière, c'est-à-dire l'entrée et la sortie. Mais pendant la phase d'entraînement, on a besoin de conserver énormément d'informations, une duplication en quelque sorte de l'input, autant de nombre de couches qu'il y a, et d'autres informations concernant internes aux couches qui sont nécessaires pour calculer la rétropropagation. Ce qui fait que pendant la phase d'entraînement, énormément de données s'accumulent dans la machine, sur les mémoires des CPU, des GPU, et cela peut poser des problèmes simplement pour faire un seul forward de la phase d'entraînement. Ces données-là s'accumulent et sont ensuite effacées lors du backward. C'est pour ça que les couleurs rouges s'est effacées les unes après les autres lorsqu'elles sont utilisées. Donc, en détail, c'est ça qui se passe. C'est-à-dire que l'entrée passe dans la couche F1, donne A0 donne A1, A2, A3, et les A1, A2, A3 sont mémorisés, sont retenus, et les A1, ce qu'on voit ici aussi, les A1 bar sont retenus aussi. Ça fait beaucoup d'informations retenues, et à la fin, c'est tout rouge parce que la mémoire du GPU est complètement pleine. Et donc, pour faire une phase de backward dans le réseau, une phase d'apprentissage, de rétropropagation de l'erreur, c'est là que le réseau apprend, on a besoin de l'erreur, schématisée ici par les deltas, des entrées, des activations temporaires A1, A2, et des activations temporaires internes aux couches, les A bar. 3 informations nécessaires pour faire un backward. L'information contenue dans F1 ne sera utilisée qu'en B1. Ça fait énormément de temps, de mémoire, qui est bloqué dans le processeur pour attendre la dernière phase et pendant tout le temps d'apprentissage. Ceci peut poser énormément de problèmes. Lors de l'entraînement d'un réseau de neurones, donc, tous les résultats sont mémorisés jusqu'à la fonction de perte. Les données de grande définition améliorent les qualités de prédiction. Donc, de plus en plus, dans les réseaux de neurones, on met des données de plus en plus volumineuses. Avant, on mettait juste des petites photos, des nombres, des signatures de chèques. Maintenant, on peut mettre des photos en 3D, par exemple des imageries médicales d'un organe. On peut mettre de la vidéo, du son, des corpus de texte énormes. Donc, les entrées des réseaux de neurones sont de plus en plus grandes. De plus, pour qu'un réseau apprenne bien, par exemple dans l'imagerie, on ne fait pas rentrer une photo par une seule photo, on fait rentrer des batchs de photos. Si on envoie 100 photos d'un coup, 1000 photos d'un coup, le réseau apprendra beaucoup mieux parce qu'il fera des moyennes et dans le processus de rétropropagation, qui est une descente de gradient, ça permettra beaucoup plus facilement de sortir de minima locaux si on envoie des batchs grands. Donc on voit bien qu'avec les réseaux usuels, mettre de gros paquets de données dans le réseau, c'est intéressant au niveau définition et au niveau apprentissage, mais ça peut poser des problèmes de blocage. C'est-à-dire que l'ordinateur dit « je n'ai plus de mémoire pour apprendre, je n'ai plus de mémoire pour faire le forward, et avisez-vous d'une autre solution ». Donc il existe des solutions, mais nous en avons apporté une avec le projet Rotor. Donc qu'est-ce que c'est que le projet Rotor ? Le projet Rotor, c'est un outil qui s'intègre dans PyTorch. PyTorch qui est un quadriciel open source de réseau de neurones. Donc vous pouvez construire votre réseau de neurones, le faire tourner, l'entraîner et ensuite l'exporter pour qu'il soit utilisable dans beaucoup de machines. Donc PyTorch, c'est un quadriciel libre qui est développé en particulier par Facebook. Rotor s'est développé au sein d'INRIA Bordeaux Sud-Ouest, donc par des chercheurs français, ici à côté à Bordeaux. Par les chercheurs de l'équipe projet Topal. Donc c'est une émanation de l'équipe HyPax en High Performance Computing, HPC. C'est écrit en langage C et en langage Python, le C est une garantie de bonne performance et le Python une interface facile à prendre en main.
entièrement open source et collaboratif. Donc, si vous voulez vous en servir dès aujourd'hui, vous allez sur le GitLab et vous pouvez vous en servir avec PyTorch. Et si vous voulez participer, coder, donner des issues, c'est tout à fait possible. Tout est open source. Et donc, ça vise à contourner les problèmes de gestion de mémoire dans les réseaux séquentiels profonds. Donc, voilà le GitLab. Je le donnerai à la fin aussi. Donc, si vous faites un réseau de neurones, vous avez un beau réseau de neurones, vous le prenez, vous envoyez de la donnée, et là, votre ordinateur bloque. Que faire? Donc, soit vous trouvez une autre grappe de calcul, comme on a vu dans la précédente juste avant, on s'achète des ressources sur Amazon, sur Azure, où on met un dossier pour avoir des ressources publiques. Bon. Sinon, on réduit la taille du réseau. On dit, ça passe pas dans ce réseau-là, il est trop profond, donc je vais utiliser un réseau de plus petite taille. On peut réduire la taille des données, c'est-à-dire mes images sont trop définies, tant pis, alors je vais diviser la définition par 2, par 3, on verra bien ce que ça donne, ou on réduit la taille des batchs, c'est-à-dire qu'on envoie moins de données dans le réseau. Mais on sait que toutes ces solutions, ça implique une perte d'informations et des diminutions de performance de prédiction. Donc ce n'est pas forcément une solution. C'est pour ça que nous arrivons avec Rotor. Donc, grâce à PyTorch, qui est un logiciel open source et assez souple, on peut réaliser des opérations, donc les opérations de forward, sans mémoriser les informations qui nous embêtent. C'est-à-dire que là, on a une nouvelle information, on a une nouvelle couche qui s'appelle forward no grade, qui permet de faire passer l'information comme en inception sans rien retenir. Donc voilà, là ça passe. On peut réaliser notre opération de loss, mais j'aimerais bien pouvoir faire mon deuxième backward. Je n'ai pas les informations nécessaires. Alors qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Eh bien c'est simple, je recommence l'opération du début, et à ce moment-là, j'ai les informations qui sont nécessaires pour le backward 2. J'ai mon activation à 2 bars, j'ai mon activation à 1 bar, j'ai mon gradient, delta 3, donc je peux réaliser mon backward 2. Et ainsi de suite, je peux réaliser le backward 1, non. Donc je suis obligé à nouveau de recalculer mon forward 1 pour avoir les informations nécessaires. Donc dans ce schéma, vous voyez qu'il n'y a eu qu'une seule case rouge en même temps. C'est-à-dire que j'ai pu faire passer dans mon réseau beaucoup plus de données sans bloquer de la mémoire pendant tout le temps inutile du forward jusqu'au backward 1. Au prix de plus de calcul. Donc recalculer des actualisations, ça s'appelle la rematérialisation. C'est pour ça que c'est Rotor, Rematerializing Optimally with PyTorch. Donc, le compromis, c'est simple. On consomme moins de mémoire au prix de calculs supplémentaires, donc de temps et d'énergie. Donc, il existe déjà des outils dans PyTorch qui font ça. Il existe un outil qui recalcule systématiquement toutes les activations. Il existe aussi un outil qui découpe la séquence en tronçons, qui tronçonne la séquence en segments de même longueur, et donc qui fait cette rematérialisation-là. Ces solutions ne sont pas optimales. Ce sont des heuristiques gluten, pas du tout optimales. Donc en fait, quand ça passe, quand ils y arrivent, eh bien, on fait beaucoup de calculs en trop. C'est-à-dire qu'on n'a pas cherché à comprendre quelles étaient les bonnes activations à recalculer. Et donc, ça rallonge énormément le temps d'apprentissage et ça mange beaucoup plus de temps de calcul, de performance de calcul avec ces heuristiques-là. Donc, on voit bien que le problème d'optimisation est posé. Le problème d'optimisation, c'est déterminer une séquence de recalcul des activations qui soit valide, c'est-à-dire que tous les forwards ont été faits, tous les backwards ont été faits, l'erreur a été rétropropagée correctement dans tout le réseau, qui respecte la contrainte mémoire, donc c'est-à-dire je ne peux pas dépenser plus de mémoire que j'en ai sur ma machine, ou bien même c'est possible de dire je veux moins de mémoire, je veux que ça passe dans tant de mémoire. Par exemple, si jamais j'ai une grosse machine, mais je veux que ça passe sur un téléphone ou sur une machine plus petite, je voudrais entraîner mon réseau comme ça. Et il faut minimiser le temps de calcul additionnel. Donc ça définit bien un problème d'optimisation. C'est d'ailleurs un problème d'optimisation combinatoire. Et ça tombe bien parce que à Apex, à Edge, à Topal, on a des gens qui savent très bien résoudre ces problèmes combinatoires. Pour résoudre ce problème combinatoire, qu'est-ce qu'on a fait? On a écrit un programme dynamique. Un programme dynamique, il a été écrit sur le papier. L'optimalité de ce programme dynamique est prouvée, qui résout le problème combinatoire de rematérialisation. Comment ça marche? On fait une fast forward sans retenir aucune information temporaire intermédiaire. Pendant cette fast forward, Rotor fait toutes les mesures nécessaires. Il mesure
le temps pris par chacune des couches et la mémoire utilisée par chacune des couches. Une fois qu'on a ces mesures, on a les données nécessaires qu'on peut rentrer dans le programme dynamique. Le programme dynamique est écrit en C, il fonctionne très bien, c'est un programme de complexité L carré M, avec L la profondeur du réseau et M la mémoire disponible. Autant dire que c'est très rapide à résoudre, puisqu'on n'a pas des réseaux qui font 4000 couches non plus. Et donc le temps additionnel de mesure et de résolution de ce programme dynamique est complètement négligeable par rapport au temps d'entraînement d'un réseau. Donc le programme est codé en C et l'utilisateur du framework Rotor n'a rien à faire, c'est complètement transparent. Donc Rotor, ça fonctionne pour l'instant qu'avec des réseaux de neurones séquentiels. Il existe des réseaux de neurones, vous savez, qui sont récurrents ou toute forme de réseau de neurones. Ces réseaux-là sont séquentialisables facilement. Et Rotor fournit la plupart des réseaux usuels séquentialisés. Donc c'est encore plus simple pour l'utilisateur. Donc grâce à Rotor, on a pu établir des benches sur les réseaux les plus usuellement utilisés. Donc DenseNet, Inception, ResNet 101, ResNet 152. Donc là, on a comparé Rotor avec d'autres stratégies. Donc en rouge, on voit le PyTorch sans rien faire, tel qu'il est donné par Facebook. Et on lui demande, dans un DenseNet de 121, avec des images de taille 224 et 64 images, des paquets de 64 images, résous-moi ça. On voit par exemple que PyTorch n'accepte pas, donc il bloque tant qu'il n'a pas 8 Go de mémoire. Rotor, qui est qualifié ici optimal, résout tout. Les autres, Revolve, Checkmate, Séquential, ce sont des algorithmes qui sont disponibles sur le marché, qui utilisent d'autres stratégies de résolution pour trouver la séquence optimale. Mais comme on voit, leurs séquences ne sont pas optimales, donc ce sont des séquences réalisables, mais non optimales, puisque on voit en abscisse la mémoire disponible et en ordonnée le nombre d'images par seconde qui passent dans le réseau lors de la phase d'entraînement. Et on voit donc la courbe bleue, déjà passe tout le temps, là où PyTorch ne passe pas, là où d'autres ne passent pas. Et le nombre d'images qui passent par seconde, le throughput, est bien supérieur aux autres solutions qui sont actuellement disponibles gratuitement sur le marché. Donc là, on voit que Rotor, déjà résout le problème, enlève les positions de blocage. Ici, dans Inception, Inception de profondeur 200, ce qui n'est pas rien. PyTorch ne voulait rien savoir, même avec 16 Go de mémoire, il disait change ton réseau, change la taille de tes images, change la taille de ton batch, parce que ça ne passe pas. Point, je ne le ferai pas. Donc résout le problème et le résout de manière optimale. Ça, c'est les résultats de Rotor, fonctionnent bien. Maintenant, comment est-ce qu'on utilise Rotor dans PyTorch? Donc ça, là, je parle à ceux qui savent coder dans PyTorch. Donc c'est très simple. Ceux qui connaissent PyTorch savent comment on appelle ce code, ils doivent reconnaître ça. Donc par exemple, on construit un ResNet 18, normalement, comme dans PyTorch. On le met sur la puce qu'on veut, donc là on le met sur le GPU. On définit une mémoire maximum. Et donc si on ne définit pas de mémoire, Rotor prendra la mémoire maximum qui est disponible sur la machine. Et notre modèle, simplement, on le rend Rotor, on le rend checkpointable. Et après, on fait tout exactement comme avant. C'est juste on a rajouté une seule ligne de code. Donc c'est très simple d'utilisation pour l'utilisateur. On a rajouté qu'une seule ligne de code. Mon réseau, prends-le et rends-le checkpointable. Et après, envoie la donnée, entraîne-toi, fais-moi du gradient, fais-moi du backward, et vas-y. Et à ce moment-là, ça passe là où ça passait pas. Ça passe beaucoup mieux qu'avec les solutions heuristiques. Donc voilà, je rappelle, la seule ligne de code à utiliser, c'est ça. Donc, en résumé, en conclusion, Rotor, c'est un code libre et open source. Il est hébergé sur un GitLab, accessible à tous. Il est toujours en cours de développement, c'est-à-dire que le projet n'est pas mort, et donc il est toujours up-to-date. On cherche encore à l'améliorer chez Hypax, chez Topal, en faisant du pipelining, de l'offloading. Donc ça, c'est les pistes de recherche sur lesquelles on travaille. Donc pipelining, pour ceux qui ne savent pas, c'est donc massive parallélisation sur différents GPU pour accélérer encore et encore la phase d'apprentissage d'un réseau de neurones. Offloading, c'est pour une autre stratégie pour éviter les blocages mémoire qui consiste à faire migrer les données qui bloquent sur d'autres parties de la mémoire de la machine, que ce soit un cluster ou
une machine personnelle, c'est-à-dire les mémoires CPU, voilà, principalement les mémoires CPU, avec les coûts de migration qui en découlent évidemment. Donc, en conclusion, si vous avez des problèmes de mémoire, si vos réseaux sont trop lents, si vous hésitez à utiliser des réseaux plus gros parce que vous pensez que ça ne passera pas en machine, n'hésitez surtout pas à utiliser ce code. Si vous utilisez ce code, eh bien, rapportez-nous vos cas d'usage, vos suggestions d'amélioration évidemment. Si vous avez des questions, vous pouvez nous écrire à Lionel Héroux-Dubois ou à même Rémi Duclos et on sera un plaisir de vous répondre ou d'adapter des solutions à votre cas d'usage particulier. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et je suis OK pour les questions. Merci Rémi. On a le temps on a 5 minutes là pour quelques questions avant la présentation d'Internet. Je ne sais pas si vous vouliez poser une petite question. C'est sûr que c'est assez technique, peut-être par rapport à ce qui a été dit dans cette conférence. Il faut des spécialistes de PyTorch ou de réseau de neurones. Effectivement, ouais. Après, sur la partie mesure de la performance, comment vous affichez les mesures de performance et une garantie de la bonne solution? Enfin, il y a une sorte de... Alors, donc, pour ce qui est de la séquence que Rotor calcule, elle est garantie théoriquement. Et donc, le programme dynamique, tel qu'il a été codé, garantit que la séquence déterminée par Rotor, donc la séquence de forward, backward, puis de re-forward, re-backward, elle est garantie optimale parce qu'elle va respecter forcément la contrainte de mémoire et garantir que ça se fasse dans le minimum de temps. Donc ça, c'est un résultat théorique qui a été prouvé avec des équations. Il y a des papiers que vous trouvez en fin de présentation, donc des papiers qui ont été revus par les pairs, qui prouvent que l'algorithme dynamique garantit une séquence valide et optimale dans la contrainte mémoire. Après, pour les benchmarks, on les voit ici. Donc le réseau apprend, le throughput, le taux d'image par seconde, donc Rotor fait passer avec 2 gigas de mémoire. Donc si on demande à ce qu'on ait 2 gigas de mémoire et que ça passe, c'est-à-dire que le réseau apprend. Il apprend avec 2 gigas de mémoire, donc c'est-à-dire que les séquences sont valides et il apprend de la même manière qu'avec gigas, sauf qu'il apprend, il apprend plus rapidement avec 8 gigas, c'est ça. Et au point de vue de la validation, si la phase forward et la phase backward sont réalisées, si PyTorch n'écrit pas, c'est que la séquence est valide et donc le réseau est en train d'apprendre. Alors, je vois pas de questions sur le chat pour l'instant. N'hésitez pas, on a encore 2-3 minutes. Donc peut-être sur ton profil, peut-être ça peut être intéressant puisqu'il y a des étudiants aussi qui nous écoutent et donc sur le profil de l'équipe, peut-être que tu peux dire un tout petit mot sur. Alors voilà, donc là, oui, c'est peut-être un peu confusing. Enfin, je n'ai pas le mot en français. Donc Topal est une équipe d'INRIA Bordeaux Sud-Ouest. Donc INRIA, pour ceux qui ne connaissent pas ou qui n'ont pas regardé les plénières, donc c'est l'Institut national de recherche en informatique et automatique. Donc c'est un institut public de recherche et d'automatisation qui a des équipes projets. Et donc à Bordeaux, on hébergeait une équipe projet qui s'appelait HyPax. HyPax donc est spécialisée en HPC, High Performance Computing. Comme toutes les équipes projet ont une durée de vie, HyPax est arrivé en fin de vie et donc c'est morcelé, était coupé en deux et donc maintenant a rené une nouvelle équipe qui s'appelle Topal. Donc Topal aussi fait du HPC et plus orienté au niveau optimisation dans les problèmes de High Performance Computing. Donc là, c'est un petit détour par l'intelligence artificielle, mais l'aventure n'est pas terminée. Donc je disais, puisque les chercheurs, Olivier Beaumont et Lionel Héroux-Dubois, continuent du côté offloading et du côté, mais pas que, enfin du côté offloading et du côté pipelining. Donc, INRIA met à notre disposition des supercalculateurs comme le supercalculateur Janzé qui permettra, par exemple, pour du pipelining, d'aller faire tourner des réseaux de neurones sur plusieurs centaines de GPU, voire même plusieurs milliers, en fonction des besoins. Donc voilà, donc c'est une constante amélioration et contribution de la recherche au monde libre. Voilà, pour mon profil, moi je suis ingénieur de recherche à INRIA, donc ça fait 3 ans que j'y suis, voilà. Mon contrat se termine, donc
si jamais quelqu'un est intéressé par mon travail, je suis libre bientôt pour un nouveau travail. Ça marche aussi dans ce sens-là, hein, parce que voilà. Aujourd'hui, c'était plutôt plein de boîtes qui voulaient recruter des gens, donc, mais n'hésitez voilà, pas donc, en tout cas. En 3 ans, donc moi, mon profil, c'est de l'optimisation, donc la programmation dynamique, de l'optimisation en informatique, de la programmation linéaire, programmation en entier. J'ai participé à de nombreux projets du côté ROAD, ROADF, que ce soit en finance, en logistique et maintenant en IA. En fait, des petits ou des gros problèmes d'optimisation, il y en a absolument partout. Et donc, on modélise, on valide les modèles, on code, et puis on apporte des solutions optimisées à soit des problèmes que vous ne savez pas résoudre ou des problèmes que vous résolvez avec des heuristiques. Et on voit que un petit peu de savoir-faire permet de gagner 10, 20, 30, 40%, 50% d'efficacité sur des problèmes. Et ça, c'est mon métier. Voilà. Merci Rémi, à très bientôt. Et puis bonne fin de conférence.